bonjour, merci. Je suis François Wacquenut, je suis le chef d'unité en charge de la qualité de l'air à la Commission européenne à Bruxelles, au sein de la Direction générale de l'environnement. Et je vous remercie de m'avoir convié à vos discussions, à vos travaux aujourd'hui. Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est la dimension pollution atmosphérique, mais je ferai des passages vers la dimension plus large du pacte vert et souligner aussi évidemment les synergies avec le changement climatique, puisque ce sont des politiques qui sont très intégrées. Je commencerai en soulignant un point qui a été abordé en tout début de conférence par M. Bouton sur la préoccupation du public. Et la préoccupation du public, c'est vraiment un moteur essentiel de l'action en matière d'environnement en général, mais certainement en matière de qualité de l'air. Et ce qu'on peut constater, c'est que si cette prise de conscience, elle est déjà ancienne, elle ne va qu'en s'accroissant. Et c'est quelque chose qu'on constate partout en Europe. Et évidemment, les situations sont très contrastées dans l'ensemble de l'Union européenne. Et 450 millions d'habitants avec des situations en termes de qualité de l'air qui sont très diversifiées, j'y viendrai, font que cette prise de conscience, elle est parfois tellement forte qu'elle influence même des scrutins, et pas seulement au niveau local. Si je pense à un pays comme la Pologne, il y a des enjeux qui sont souvent aussi dans des politiques régionales, si on prend le sud de la Pologne, et on pourra peut-être y revenir. Mais c'est aussi une préoccupation du public parce que malheureusement, la situation reste encore aujourd'hui pas suffisamment satisfaisante. Et ce que je voudrais... Oui, merci. Oui, parce que sinon je vais le faire tomber avant la fin de ma présentation. Merci beaucoup. C'est du bricolage. C'est du bricolage, mais c'est low-tech solutions. C'est celle qui marche le mieux. Donc si on regarde la pollution de l'air en Europe aujourd'hui, évidemment c'est une préoccupation du public parce que l'impact sur la santé reste considérable. Je pense que vous connaissez tous les chiffres. Là on voit à gauche de ce diapo la situation par rapport aux valeurs établies dans le cadre de la législation européenne. Mais si on regarde à droite, c'est la comparaison avec les recommandations de l'OMS. Et je tiens à le préciser, les recommandations de l'OMS non actualisées cette semaine. Donc c'est les recommandations qui étaient d'application jusqu'à aujourd'hui. Si on se projette dans les recommandations telles qu'elles ont été présentées cette semaine, vous pouvez voir par exemple pour ce qui apparaît en haut de la diapo, donc pour les particules fines, on serait dans une situation où malheureusement on n'en aurait pas 7 sur 10, mais 10 sur 10, on aurait 100%. Donc on est dans une situation qui devient évidemment très différente en termes de degré d'ambition, et on pourra mettre en parallèle les questions d'ambition avec les questions de réalité et de mise en œuvre de la législation telle qu'elle existe aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur les chiffres de façon insistante, on les connaît, près de 400 000 morts prématurées en Europe, des coûts économiques qui sont considérables, 24 milliards par an si on regarde les coûts directs, si on est dans les coûts indirects, on est dans les centaines de milliards d'euros, et évidemment des impacts environnementaux qui sont tout aussi considérables, avec l'eutrophisation en premier lieu. On va regarder un petit peu la situation au niveau européen cette fois-ci, au travers de deux polluants. Les PM10, d'abord, c'est ce que vous voyez ici. Donc à gauche, la situation en Europe. Vous voyez deux foyers particulièrement critiques, le nord de l'Italie et l'est de l'Europe, avec une situation qui est problématique de la Pologne à la Bulgarie. Donc on descend du nord au sud, mais la tendance est la même dans l'est de l'Europe. Et vous voyez à droite... sur la carte de droite, le pourcentage de décès attribuables à des causes environnementales par État. Donc c'est en 2012, mais ça reste grosso modo la même situation si on regarde les chiffres aujourd'hui. Et vous avez donc ici un grand écart entre l'ouest et l'est de l'Europe. Et donc c'est quelque chose qui est aussi considérable dans la définition de nos politiques. On doit en tenir compte. Si on regarde à présent un autre polluant, le NO2, et qu'on regarde la géographie du problème en Europe, là on voit bien que tout le monde est concerné. On est dans un problème urbain, et donc vous voyez qu'un certain nombre de villes françaises sont évidemment concernées, mais c'est le cas dans de nombreuses autres zones en Europe. Là, on a un diagnostic partagé, un problème partagé, des solutions qui doivent donc être adaptées à des contextes qui s'appliquent à la totalité du continent. Comment on répond à ces problématiques au niveau européen? On a trois grands ensembles de politiques et de législation. Vous voyez en haut les directives relatives à la qualité de l'air, c'est celles qu'on est en train de réviser et pour lesquelles on aboutira à des propositions qui seront finalisées dans le courant de l'année 2022. Donc c'est un grand chantier, et les nouvelles valeurs limites, les nouvelles recommandations de l'OMS sont évidemment un grand pilier
qui nous permettra de travailler à des scénarios sur différents degrés d'alignement, j'y reviendrai. Mais on a aussi évidemment un travail sur la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. 5, c'est là que le CITEPA intervient pour les inventaires au niveau français. Et c'est une directive qui a été remodelée et qui est de nouveau en vigueur depuis 2016 dans une formule donc modifiée qui notamment inclut les PM2.5 et qui a un degré d'ambition qui est supérieur à ce qui était le cas dans la précédente mouture. Et le troisième grand foyer d'action, ce sont sur les standards relatifs aux sources des émissions. Ils ont été abordés tout à l'heure, que ce soit en matière de transport, d'industrie, d'énergie. Et là, on a des synergies qui sont très fortes, évidemment, avec les politiques climatiques, et j'y reviendrai dans un instant aussi. Donc, une petite pause sur la directive NEC, comme on l'appelle, juste pour signaler que les degrés d'ambition relatifs aux différents polluants ne sont pas toujours similaires, et je le signale ici parce que c'est pertinent par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur certains polluants sur lesquels des difficultés persistent. Je pense à l'ammoniac, et vous voyez que le degré d'ambition concernant l'ammoniac n'est pas exactement similaire à ce qui a pu être décidé, par exemple pour le dioxyde de soufre, ou même pour les NOx. Et la raison n'est pas une moindre volonté d'ambition, certainement, de la part de la Commission, mais le résultat d'un compromis politique au Conseil et au Parlement, où les freins étaient certains quant à la nécessité d'avancer plus avant avec des objectifs plus ambitieux pour l'ammoniac, qui reflète évidemment une certaine fébrilité du secteur le plus concerné et donc qui bénéficie de relais politiques qui sont indéniables et qui ont été persistants et efficaces. En matière de mise en œuvre, le grand outil au service de cette directive, ce sont les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils reprennent en termes de logique. Je vous mets une illustration concernant le prépa français qui est évidemment un intérêt plus marqué ici pour vous, mais je vais revenir justement maintenant sur l'analyse qu'on peut faire pour la France, donc les tendances qui se dégagent pour la France sur la base de l'analyse qui est disponible à ce stade. Et malheureusement, on voit que la France ne remplirait pas aujourd'hui les objectifs de réduction, à la fois sur les NOx pour la période 2020-2029, sur les PM2.5 pour la période similaire 2020-2029, et pour l'ammoniac, on y revient à nouveau, sur la période 2030 et plus. Donc ce qu'on constate, c'est que des défis demeurent, challenging, ça a été mentionné tout à l'heure, et donc là, sur 3 polluants sur 5, quand même, on est dans une situation qui doit appeler à une mobilisation plus forte. Je vous rassure, la France n'est pas isolée par rapport à cette trajectoire, mais je crois que c'est un rappel important de la nécessité d'avoir des politiques qui soient aussi intégrées et efficaces à tous égards. Maintenant, si on fait une pause sur la qualité de l'air, donc l'autre grand volet de notre législation, aujourd'hui, par rapport aux normes européennes, donc qui sont déjà moins ambitieuses que celles de l'OMS pour la plupart des polluants, ce n'est pas le cas pour le NO2. Pour le NO2, on est déjà aligné avec les recommandations de l'OMS telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'à cette semaine. Aujourd'hui, on ne le serait plus puisqu'elles sont plus ambitieuses. On est passé de 40 à 10, donc le degré d'ambition est bien supérieur. Et vous savez que sur le PM2.5, l'OMS a simplement divisé par 2 le niveau. Donc on serait dans une situation encore beaucoup plus problématique que celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais en l'état actuel de notre législation, vous voyez que 18 États membres sur 27, on a poursuivi une action pour le Royaume-Uni qui a été engagée avant le Brexit et donc qui demeure d'actualité, en tout cas en termes de santé publique sur ce territoire. Donc on est dans une situation qui est problématique pour 18 États membres, et vous voyez sur un certain nombre de polluants, et à regret, même sur le SO2, ça a été mentionné tout à l'heure, le SO2, on a fait beaucoup de progrès sur les 30 dernières années, mais si on regarde l'Union européenne dans son ensemble, le SO2, ça reste un problème dans certains de nos États membres, et en l'occurrence, l'État concerné ici, c'est la Bulgarie. On a également des problèmes de monitorage dans certains États membres, mais j'y reviendrai pas de façon élaborée ici. Donc maintenant, on va élargir un petit peu la réflexion et passer au pacte vert pour l'Europe, donc qui a été adopté en 2019, qui est la boussole en termes de documents programmatiques sur les ambitions environnementales et climatiques pour l'Union européenne. Le pacte vert pour l'Europe est très large dans sa couverture, et un des éléments évidemment centraux du pacte, c'est ce que vous voyez tout en haut, le pacte pour le climat, la législation sur le climat. Donc je reviendrai dans un instant sur Fit for 55 de façon très succincte.
mais c'est aussi, ce que vous voyez à droite, éliminer la pollution. Et donc je reviendrai sur cette dimension-là qui recouvre tout ce qui touche à la qualité de l'air. Donc le but de ce qui a été adopté le 14 juillet 2021, c'était la fête nationale en France et la fête du climat en Europe, transformer l'économie et la société européenne afin de concrétiser les ambitions climatiques de l'Union. On a développé un paquet qui est, je crois, le plus ambitieux, qui a été développé par les économies similaires à la nôtre. Donc si on regarde le cadre de l'OCDE, le cadre des grandes économies, personne n'est allé aussi loin que ce qu'on a proposé. Et donc c'est évidemment réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Et le but, c'est la neutralité en 2050. Et pour ce faire, un ensemble complet de propositions interdépendantes ont été formulées. Je ne vais pas revenir dans le détail de ces propositions, mais ce qui est important de souligner ici, c'est qu'elles interagissent toutes. C'est que c'est impossible de délivrer les objectifs qui ont été agréés si on n'agit pas sur tous les leviers de façon intégrée. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, et pas seulement au niveau européen, à tous les niveaux de gouvernance, c'est un des grands défis. Et c'est une des problématiques les plus difficiles pour faire de ces engagements un succès. Alors, des nouvelles possibilités en matière d'innovation, d'investissement et d'emploi ont été fournies par les orientations qui ont été données. Je crois que c'est important de souligner qu'on n'est pas dans une logique punitive. On est dans une logique quand même d'invention d'un nouveau modèle, d'invention de cette transition, ce qui ne veut pas dire que tout sera facile, loin de là. Il y a des transitions qui seront douloureuses et parfois même coûteuses, mais ce qui est certain, c'est qu'on ouvre des perspectives de compétitivité nouvelles pour l'Europe, et ça, je crois que c'est quelque chose sur quoi il faut insister, et on a évidemment de l'analyse économique qui le démontre, ce n'est pas de l'incantation, et en termes d'équité sociale, il y a aussi évidemment un grand enjeu en Europe, puisqu'on sait aujourd'hui que les populations les plus sensibles et les moins affluentes sont aussi celles qui sont les plus exposées à la fois à la pollution de l'air et aux risques climatiques. Là, c'est une illustration que je vais vous donner simplement pour montrer que rendre les transports durables, c'est un des gros sujets de synergie air-climat. On a évidemment des objectifs qui sont très ambitieux dans la nouvelle législation sur le CO2 et les véhicules qui est en cours de négociation au Conseil et au Parlement à Bruxelles. Et en même temps, on révise nos normes Euro 7 qui vont être... Enfin, on va vers des normes Euro 7 qui seront évidemment les plus avancées quand elles seront adoptées. Et donc, c'est un ensemble qui va transformer durablement, irrémédiablement, je dirais, le secteur des transports routiers en Europe pour un mieux, puisque ça fera de notre industrie, encore une fois, la plus compétitive et la plus propre. Les bâtiments rénovés pour un mode de vie plus écologique, encore une fois, une grande synergie air-climat. Donc, ce qu'on a développé dans le cadre du paquet qui a été adopté, c'est un plan de rénovation qui s'impose aux États membres pour rénover au moins 3% de la surface au sol totale de tous les bâtiments publics. On a une valeur de référence de 49% d'énergie renouvelable dans l'énergie utilisée dans les bâtiments d'ici à 2030. Et c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui dans nos États membres. Donc c'est très volontariste. Si on passe maintenant à la dimension pollution, donc qui est aussi actée dans le pacte vert, on a développé une vision zéro pollution, mais là, ce qui est intéressant, c'est pas tant de constater qu'on a des objectifs qui sont louables, mais c'est de voir comment on y parvient de façon quantifiée et de façon objective. On a développé 6 objectifs zéro pollution pour 2030. Et donc parmi ces objectifs, vous voyez certains qui sont liés à la qualité de l'air directement. C'est le cas du premier, puisqu'il s'agit de réduire de plus de 55% les incidences de la pollution de l'air sur la santé, donc en mesurant ça en termes de décès prématurés. Mais on a un certain nombre d'autres objectifs qui ont été fixés et qui s'inscrivent aussi dans la mise en œuvre des directives et de la législation qui est existante. On a aussi développé un certain nombre d'initiatives phares zéro pollution. Toutes ne sont pas pertinentes en matière de qualité de l'air, mais certaines le sont très directement. Je les mets à l'écran ici sans rentrer dans le détail de ce qu'elles impliquent, puisque le temps ne me le permet pas. Je voudrais revenir et zoomer, pour terminer, sur la révision en cours des directives qualité de l'air. On a fait une évaluation complète de ces législations qui s'est terminée en novembre 2019.
Donc elle a duré déjà 2 ans, de 2017 à 2019, après quoi on a lancé donc le chantier de la révision. Le chantier de la révision, puisqu'aujourd'hui on peut constater que la législation qui, la dernière fois, lors de sa révision, qui a fait l'objet d'une révision pour la dernière fois en 2008, donc ça commence à dater, il y a 13 ans. Donc on est dans une logique aujourd'hui de réflexion sur ce qui doit être amélioré, ce qui peut être amélioré. Alors vous voyez un certain nombre d'insuffisances apparaître à gauche ici. En matière de santé publique, c'est l'évidence, on n'est pas aligné sur les normes telles qu'elles sont préconisées par l'OMS, et on l'est encore moins aujourd'hui avec les normes révisées de l'OMS. Alors on s'est engagé à avoir un alignement plus proche de ce que l'OMS recommande, et donc c'est un grand défaut aujourd'hui que de ne pas l'être, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est dans une situation de mise en œuvre qui reste aujourd'hui délicate par rapport aux normes telles qu'elles existent. Donc cet enjeu d'un alignement plus proche par rapport à ce que l'OMS préconise, c'est un enjeu qui est lourd de conséquences et qui devra faire l'objet d'analyses approfondies dans les mois à venir. C'est ce qu'on s'est engagé à faire. On a des insuffisances en termes de mise en œuvre, elles sont évidentes, je les ai illustrées tout à l'heure, mais on a un certain nombre d'autres insuffisances, notamment en matière de gouvernance, d'articulation entre les niveaux de gouvernance notamment, et de cohérence des politiques entre les niveaux de gouvernance qui peut et doit être améliorée. Et ça explique en grande partie, et la Cour de justice à Luxembourg l'a bien noté, souvent ça explique les déficiences en termes de dépassement et de mauvaise gestion de ces dépassements. Et on a aussi des déficiences en termes d'information au public. Donc on a lancé 3 grandes problématiques dans le cadre de la révision. La première, c'est donc la question du degré d'alignement avec ce que préconise l'OMS. La deuxième, c'est d'améliorer notre cadre législatif afin de le rendre plus efficace, donc efficacité, efficience, cohérence. Et la troisième problématique, qui est évidemment essentielle, c'est de renforcer le monitorage de la qualité de l'air et la modélisation qui aujourd'hui est bien plus développée que ce qu'elle n'était en 2008. On peut s'inspirer beaucoup plus de ce qui se fait de mieux en termes de modélisation et donc renforcer notre connaissance et la géographie de ce qu'est la pollution de l'air à des degrés qui peuvent être beaucoup plus développés que ce qu'on avait pu faire au moment de l'adoption de cette législation. Les grandes étapes qui vont venir, elles se sont ouvertes de façon importante cette semaine avec 3 grands chantiers. Donc d'abord, évidemment, on a eu l'Agence européenne de l'environnement qui a donné les grandes tendances en termes de qualité de l'air en Europe et qui sont telles que je les ai illustrées, par exemple, sur le NO2 et les PM10. L'OMS a parlé, donc la fumée blanche est sortie de Genève, on a des nouvelles recommandations. Je les ai mentionnées comme étant extrêmement ambitieuses, mais elles reflètent ce que la science requiert en termes de politique si on prend la santé publique comme la boussole principale de notre action. Donc on va devoir s'inspirer de ce qui a été élaboré par l'OMS et comme je vous l'ai dit, division par 2 du niveau pour les PM2.5 qui sont évidemment les plus dangereuses pour la santé et celles qui pénètrent le plus profondément dans l'organisme. Donc c'est quelque chose de considérable en termes de degré d'ambition. Et un degré d'ambition qui a été augmenté pour l'ensemble des polluants, à l'exception du SO2, où là c'était des questions de méthodologie qui étaient à l'œuvre. Mais ce qui va suivre ne sera pas moins essentiel au niveau européen, puisqu'on a un grand processus de consultation qu'on a initié cette semaine, et certains d'entre vous étaient présents, on vous en remercie. Mais ce processus de consultation qui se terminera pour sa partie publique en décembre, ouvrira un nouveau chantier de réflexion et donc d'élaboration de scénarios. Et tout à l'heure, les questions de transition et de difficultés de transition ont été élaborées. Tout l'enjeu pour nous va être de déterminer quels scénarios peuvent être envisagés, non seulement d'un point de vue sanitaire, mais aussi évidemment en regardant la dimension socio-économique, tout en gardant à l'esprit que la dimension socio-économique, elle est souvent opposée en termes de qualité de l'air à la question du coût pour les usagers et du coût pour les industries qui pourraient être affectées, mais qu'il y a une dimension non moins essentielle qui concerne évidemment les coûts socio-économiques pour la société et pour les populations les plus affectées qui se retranscrivent ensuite évidemment sur les systèmes de sécurité sociale par exemple et qui doivent être considérés au même plan. Donc c'est tout l'enjeu de ce que nous ouvrons comme réflexion et on vous invite évidemment à être très actifs dans les discussions, mais on sait que le CITEPA est un partenaire redoutable d'efficacité quand il s'agit de fournir des idées et des orientations au débat européen. Donc on est certain que ce sera le cas pour la période qui s'ouvre. Merci de votre attention. Bien, merci. Merci.